de Tshisekedi et de Kamere, la menace pour Kabila, c'est Kamere, ce n'est pas Tshisekedi. Kabila Kabange Joseph, 1 308 695. Tout celui qui sait qu'il a contrevenu contre la loi, celui-là sera poursuivi par la justice. Ce qui est dit est dit. Bonjour à tous, chers compatriotes, chers amis de Télé 7, la chaîne républicaine, et vous tous également qui nous suivez sur Internet par www.telechangu.com, la web TV de la culture, de l'excellence. Merci en tout cas d'être branchés en ce moment ici sur tous nos médias. Nous recevons aujourd'hui pour vous Monsieur Vital Baroléré, qui est donc le président de l'Union des bâtisseurs du Congo, parti politique congolais. Nous allons en savoir un peu plus dans cette émission. Mais je suis accompagné de mon confrère William Ikolo et ensemble nous allons essayer un peu de parcourir l'actualité avec Monsieur Vital Baroléré. Je rappelle qu'il a été candidat à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, mais M. Baroléré, il faut avouer quand même, c'était une candidature mort-née, si on peut parler ainsi. Mais qu'est-ce qu'il a expliqué? Ce n'était pas une candidature mort-née, c'était une candidature à la candidature. Et le contexte de l'époque nous a amenés à nous désister pour donner de la chance à une coalition de l'opposition de gagner les élections. Ce qui n'a pas été le cas et on va y revenir. On va y revenir. En même temps, je constate que de temps en temps, vous êtes dans la diaspora, alors que votre parti a des visées nationales en République démocratique du Congo. Et j'ai posé la même question, notamment Madame Kassavou, qui est aussi présidente d'un parti dans la diaspora. Comment conciliez-vous finalement la vie d'un leader politique congolais avec un parti au pays alors que vous vivez dans la diaspora? Disons que c'est une transhumance, si on peut dire comme ça, à la fois une présence sur terrain au pays et une présence dans la diaspora. Parce que vous savez, dans le contexte actuel du Congo, les problèmes que nous avons sont des problèmes majeurs d'insécurité, de remise en question de l'intégrité territoriale du pays, qui nécessitent qu'il y ait des gens capables de défendre les intérêts du pays à l'extérieur. Et c'est tout ce travail de diplomatie que nous faisons le temps que nous sommes ici. Mais nous partageons notre temps entre ici et notre pays, le Congo. Voilà, de l'actualité, évidemment, tout ce que vous avez comme projet par rapport à la République démocratique du Congo sera au menu de nos entretiens. Absolument. Je vais présenter à mon ami William Ikolo. Alors William, à toi la parole. Voilà, donc William Ikolo pour Info Congo et pour Nubians Magazine. Monsieur Baroléré, revenons-en à notre dernière entrevue, dans laquelle vous officialisez votre soutien à M. Étienne Tshisekedi. Rétrospectivement et en toute vérité, que pensez-vous de ce soutien finalement? Je pense d'abord qu'il faut se replacer dans le contexte de l'époque. C'est-à-dire en 2011, les élections présidentielles se sont réalisées sur un seul tour. C'est-à-dire qu'il y a eu ce coup d'État, si on peut dire comme ça, constitutionnel, qui nous a obligés en tout cas, nous, de promouvoir et de faire le plaidoyer auprès de l'opposition pour une candidature commune. Et à ce niveau-là, le consensus qui s'est dégagé au niveau de toute l'opposition était que le candidat Tshisekedi était le mieux placé pour gagner. Pourquoi? Pourquoi? C'est tout à fait évident. D'abord, le fait que Tshisekedi est opposant depuis plus de 30 ans, à partir du régime de Mobutu jusqu'à maintenant. C'était un plus pour lui par rapport à la jeune génération, si je peux dire comme ça, de politiques qui veulent assumer l'après, si je peux dire comme ça, tu sais qu'il dit l'après politique, hein, ça c'est certain. La deuxième chose, c'est qu'à ce niveau-là, il était, avec 30 ans d'expérience de terrain, il était le plus connu sur l'étendue de la République. Et troisièmement, il nous fallait trouver une seule personne qui porte la voix de l'opposition. Mais malheureusement, il s'est fait que, au vu peut-être de la stratégie, si je peux dire comme ça, de l'UDPS, il n'y a pas eu cette fédération, il n'y a pas eu cette coalition de l'opposition. Et je peux constater aujourd'hui, et j'ai déjà eu à m'exprimer là-dessus, que malheureusement, nous avons facilité aussi la tricherie au président de la République. Oui, mais le sens de ma question, c'était est-ce que vous regrettez finalement d'avoir soutenu M. Tshisekedi ou pas? Nous ne regrettons pas, c'est un choix qui a été un choix lucide. Nous ne regrettons pas de l'avoir soutenu. Malgré l'issue des élections. Nous regrettons. Qui, je le rappelle, a confirmé M. Nous regrettons les résultats, bien évidemment. Si nous avions présenté un seul candidat de l'opposition,
les scores auraient été certainement différents et les sorts de notre population auraient été différents. Et donc, si on comprend très bien votre raisonnement, c'est comme si pour vous, ces élections-là ont été crédibles. Non, tout à fait. Par le simple fait que l'opposition est allée en ordre dispersé, donc c'était logique que ce soit un autre candidat qui gagne. J'ai commencé l'introduction en disant qu'il y a eu une fraude électorale. Et il y a seulement une semaine, nous avons écrit au président Joseph Kabila, parce qu'il est président des faits, qu'il soit là par un coup d'État électoral, il est président de la République, il faut le constater. Nous lui avons écrit en lui disant que... donc vous avez soutenu M. Tshisekedi. Oui. M. Tshisekedi s'est autoproclamé, enfin disons après les élections, il y en a, enfin disons, dans la mouvance de la majorité populaire, parlementaire populaire, avec M. Diomaye Ndongala, M. Tshisekedi, c'est le président élu de la République démocratique du Congo. Vous l'avez soutenu apparemment, vous ne soutenez pas la suite, c'est-à-dire que vous ne soutenez pas le fait qu'il se considère président de la République. Non, nous soutenons la légitimité des urnes est du côté de l'opposition, donc du côté de M. Etienne Tshisekedi. Alors que la légitimité des faits par le coup d'État électoral, il faut être pragmatique, il faut être lucide. Si on vous répond à la question autrement, l'appelez-vous aussi président élu ou pas? Qui ça, M. Etienne Tshisekedi? Oui. À partir du moment où il a été élu, à partir des urnes. Non, c'est pas ça ma question. Est-ce que vous-même, parce que vous l'avez soutenu, est-ce que vous l'appelez président élu ou pas? Il est président, il a été élu. Et Joseph Kabila est un président de fait, par un coup d'État électoral. Nous sommes là dans une situation d'ambiguïté, une situation de blocage que nous avons déjà par ailleurs connue dans les années 90, après la conférence nationale, avec ce bicéphalisme des institutions. Et c'est une situation dans laquelle, aujourd'hui, le débat et la réflexion et la mobilisation des énergies doivent être orientés comment sortir, en fin de compte, de cette situation de difficultés pour notre pays sur le plan institutionnel. On parlera sur justement votre voie de sortie de crise. Ouais. Vous avez dit une lettre au président Kabila. William, une question? Une question par rapport à la lettre ouverte adressée au président Kabila. Donc, pour les personnes qui l'ont lue, si j'ai bien compris la lettre, en fait, en essence, c'est que vous montriez une voie de sortie en fait au président, c'est bien ça? Tout à fait, nous proposons deux choses dans la lettre. La première chose, la première proposition qui est à la fois légitime vu la situation de blocage institutionnel et de fraude reconnue par tout le monde, par des observateurs extérieurs, par des observateurs nationaux, nous proposons que pratiquement le président Kabila prenne son courage et démissionne. C'est noir sur blanc, nous proposons cette démission. Surtout qu'en fin de compte, et là encore le pape Benoît XVI nous l'a prouvé. A montré l'exemple. Oui. Démissionner ne signifie pas absolument démériter, même si dans le cas du gouvernement actuel, c'est un signe de mérite de toutes les manières. Nous lui proposons de démissionner. Parce que quand on regarde la situation d'un grand nombre de présidents africains, ils finissent tous, ou un grand nombre finit ou soit dans l'humiliation de l'exil, ou pratiquement dans une mort violente. Et ça, ce n'est pas fondateur, ce n'est pas constructeur, ce n'est pas quelque chose qui édifie l'avenir, parce que chaque fois, nous sommes obligés de repartir de zéro. Et donc, vous voulez lui éviter cette fin tragique? Et par conséquent, vous lui proposez simplement de démissionner tant qu'il a encore temps. Tout à fait. S'il est lucide, s'il a eu de l'intelligence politique, je peux présumer... Vous pensez qu'il y a des chances que votre message soit entendu? C'est à lui. C'est à lui de saisir cette opportunité, c'est à lui de saisir cette chance. Parce qu'il faut dire aussi qu'il y a eu déjà beaucoup de demandes en ce sens, et apparemment, il y a... Je ne crois pas qu'il y ait déjà eu de demande de démission tout à fait claire et nette. Et une démission qui propose une voie de sortie, parce que notre président de fait est quand même jeune, et même s'il n'était pas jeune, il serait déplorable que chaque fois dans notre pays, nous vivions des tragédies. Notre pays a commencé sa toute jeunesse par une grande tragédie qui était l'assassinat de Lumumba. Le président Kasavubu est mort dans une situation plus normale, je vais dire physiquement, mais il était quand même écarté par un coup d'État de Mobutu. On sait comment Mobutu a fini à l'étranger, avec ses forces, avec ses faiblesses. Pour la fondation d'un pays, cela n'est pas bon.
Cela n'est pas bon. Quand on regarde des pays qui fonctionnent normalement, regardez aujourd'hui les États-Unis. Les États-Unis sont capables d'aligner 5 présidents. Hein, il y a encore Jimmy Carter qui est vivant, Bush père est vivant, Bush fils est vivant, Bill Clinton et Barack Obama. Ça fait une fierté pour un pays d'avoir une continuité parce qu'en fin de compte, le progrès ne se fait que dans la continuité. Et dans les pays africains, on peut se rendre compte que des pays comme l'Afrique du Sud sont capables d'afficher à la fois Nelson Mandela, Thabo Mbeki et Zuma aujourd'hui. Mais pour le Congo, ce n'est pas le cas. Et pour un certain nombre de pays africains, ce n'est pas le cas, même si l'exemple devient de plus en plus africain. Hein, des pays comme le Bénin, des pays comme le Ghana, des pays même comme le Kenya. Aujourd'hui, Arap Moi, avec Mwai Kibaki et le nouveau président, on montre qu'il y a une évolution de ce côté-là et le Congo devait aller dans ce voie. Donc, ce que nous souhaitons, et ça, l'opposition doit se concentrer son énergie là-dessus. Donc, le débat aujourd'hui dans l'opposition ne doit pas être, de notre point de vue, de savoir si Joseph Kabila est le fils de son père Kabila ou de Kanambe, etc. Je laisse la liberté à chacun de choisir le nom. Ce n'est pas le débat. Il est là depuis 12 ans, il est depuis 13 ans presque. Le débat aujourd'hui doit être comment faciliter sa sortie. Parce que sur le plan constitutionnel, normalement en 2016, nous devons aller aux élections, mais il n'y a plus que 3 ans. Mais pour faciliter sa sortie, comme vous le dites, bon, il y a déjà 2 tendances, hein, comme vous l'avez dit, qu'on ne peut pas nier. La tendance que vous qualifiez de fait, donc avec toute la majorité qui est en place, et puis l'autre tendance qui regroupe toute l'opposition. Mais entre-temps, on parle de cohésion nationale pour trouver une issue à la situation actuelle. Vous avez écrit une lettre. Essayez un peu d'être un peu plus explicite. En dehors de la démission, déjà on peut présager peut-être que l'autre camp ne pourra pas peut-être l'accepter. Comment voulez-vous vous intégrer par rapport à la notion de cohésion nationale justement? Oui, c'était le deuxième point. Au fait, notre deuxième point, c'est notre contribution de l'Union des bâtisseurs du Congo au dialogue national qui, nous l'espérons, va être convoqué incessamment. Le premier point que nous considérons dans la forme, si je peux dire, c'est que ce dialogue ne s'éternise pas comme on a vu à la conférence nationale ou à Sun City. Et à votre avis, ce dialogue va précéder ou succéder la démission demandée? La démission, c'est une demande individuelle à la personne du président ou de M. Joseph Kabila. S'il a le courage et la lucidité pour... Mais il incarne quand même des institutions. Oui, il incarne les institutions, mais il n'est pas les institutions. Oui, Benoît XVI incarnait l'Église catholique, mais il a pris du recul par rapport à l'Église catholique en disant « je ne peux plus en fonction de mes forces, etc. » Kabila aujourd'hui, s'il a une lucidité, une intelligence forte, il peut dire « le blocage actuel des institutions, la fraude qui a précédé ne me permet plus de continuer. » Et que les institutions, le Parlement, la justice, mais et aussi... Et vous pensez, admettons qu'il démissionne, et vous pensez qu'en gardant les institutions en place, on aura changé quelque chose? On ira vers une certaine transition. C'est-à-dire, vous proposez des élections anticipées? Nous proposons les élections anticipées. C'était le deuxième point que j'allais évoquer. Nous proposons dans les dialogues, le dialogue national, qui est 3 tempos. Le premier tempo, c'est former un gouvernement d'union nationale pour le 30 juin de cette année 2013. Il faut qu'il y ait un gouvernement d'union nationale avec un premier ministre de l'opposition, ici de l'opposition. On ne va pas vous accuser de faire la chasse au poste? Non, à partir du moment où nous sommes bloqués, il faut chercher une solution. Et cette solution passe par une union nationale. C'est une union nationale. On ne préjuge pas qui sera Premier ministre, qui ne sera pas, qui sera ministre. Là n'est pas le débat. Le débat est de mettre sur pied un gouvernement d'union nationale. Vous avez déjà choisi un Premier ministre de l'opposition. De l'opposition, tout à fait. Tout à fait. Si on veut s'en sortir, il faut qu'il soit de l'opposition. Deuxième élément que nous suggérons, qui est organisation de recensement pour le mois de mars 2014, le recensement général de la population congolaise. C'est important, nous ne pouvons pas aller aux élections futures, que ce soit des élections locales, provinciales, ou que ce soit des élections présidentielles et législatives, sans connaître que la population congolaise aujourd'hui. Et alors, troisième proposition que nous mettons sur la table, c'est d'organiser les élections
communales, les élections municipales et les élections provinciales. Pour juin 2014, le 30 juin 2014 au plus tard, il faut organiser ces élections-là. Ces élections nous permettraient, en 2015, au 30 juin 2015 au plus tard, d'organiser les élections législatives au niveau national et des élections présidentielles anticipées. Oui, mais je ne sais pas si William a une question, mais en même temps, je me dis, c'est beau à entendre ça, mais c'est que le problème, c'est qu'il y a des conséquences au niveau de l'organisation hein, de toute la nation. Parce que c'est que vous ne dites pas, admettons que le président démissionne et que vous allez dans un dialogue national, hein, il peut supposer que le dialogue en question succède la démission du président, nous ne sommes que dans des hypothèses. Vous ne nous dites pas qu'est-ce qui va advenir du Parlement qui est en place, du Sénat qui est en place, vous ne nous dites pas qu'est-ce qui va advenir des gouverneurs qui sont en place, comment est-ce que, parce qu'en allant vers les élections, qui sera le pouvoir organisateur? Est-ce que cela veut dire que le gouvernement, si jamais il y a un gouvernement qui est mis en place, devra faire table rase de tout ce qui a été fait depuis là, c'est-à-dire que parlement, différents parlements provinciaux, finalement, il n'y en aura pas. Et quel est le mécanisme que vous mettez en place pour continuer à gérer le pays? Vous prenez l'hypothèse que le président Kabila accepte de démissionner. S'il va dans votre demande, bien sûr. Dans notre première demande. Voilà. S'il accepte de démissionner aujourd'hui, je pense que d'abord le peuple congolais va acclamer. Il se sera fait grandir aux yeux à la fois du peuple congolais et de l'ensemble de la communauté internationale. Deuxièmement, nous irons là dans une situation d'urgence nationale où nous avons des institutions qui sont des institutions certes transitoires, certes existantes de manière imparfaite parce qu'issues des élections truquées, mais ces institutions vont prendre en main le destin du pays en attendant l'organisation des élections avec la collaboration de tout ce que nous pouvons avoir comme partenaires au niveau africain, au niveau international. Très bien. Monsieur Baroléré, si vous voulez bien, j'aimerais que l'on passe à l'actualité de la République démocratique du Congo, en tout cas ce qui a fait son actualité il y a encore quelques moments. Notamment, je veux revenir sur ce que tout le monde a appelé le M23, les forces du M23. C'est finalement la communauté internationale qui a eu raison de ces forces. Et on peut s'étonner quand même que vous qui, quand même, dans bien des milieux, vous affirmez comme étant un expert de la région, on ne vous ait pas entendu pendant que ces forces... Parce qu'il faut préciser, vous êtes originaire du Kivu aussi. Voilà, notamment. Et de par votre formation aussi, vous aviez des arguments, je pense, pour parler, hein, quand il y avait ces forces du M23. Quelle est votre position par rapport au M23? Et finalement, que pensez-vous de l'issue que la communauté internationale a donnée à ces forces? Je pense qu'il faut vraiment d'abord se réjouir que la situation se stabilise petit à petit dans la région, c'est-à-dire que la guerre chaude soit, on espère, derrière nous. Hein. Par rapport au M23, c'est vrai que nous n'avons pas fait de grandes déclarations de politique dès qu'il y a eu la guerre de Goma, mais cela est lié à deux choses. La première chose est que la bataille qu'il fallait mener à côté des autres, parce que nous ne sommes pas seuls sur le champ de la bataille pour notre pays, pour l'intégrité du territoire de notre pays, il y a des autres partis politiques qui ont fait des déclarations là-dessus. Il y a les combattants qui ont été à la ligne de front pour se battre pour l'intégrité de notre pays. Et nous soutenons toute cette démarche. Mais il y a un champ qui a été souvent oublié, un champ important, c'est celui de la diplomatie. Et ici, vous venez de dire que si aujourd'hui la donne change dans la région, ce n'est pas lié à la victoire, malheureusement, de notre armée, mais c'est lié aux pressions politiques des États-Unis, de la France, et des pays de l'Union européenne, etc. Nous avons travaillé sur ce champ. Et la diplomatie rime avec une certaine réserve, une certaine discrétion. C'est comme ça que fonctionne la diplomatie. Vous imaginez que le président Obama s'est levé tout d'un coup pour téléphoner à son homologue rwandais pour dire voilà, vous devez cesser. Mais il y a du travail qui se fait derrière. Vous imaginez que... Kinshasa, on va vous dire que c'est l'offensive diplomatique du gouvernement congolais qui a réussi. Il n'avait qu'à le faire depuis longtemps. Le gouvernement congolais existe depuis 13 ans. On voit où est-ce qu'ils en sont.
Mais ce sont des forces de la société civile, ce sont les partis politiques de l'opposition, un peu le gouvernement, la diaspora, c'est ça, je veux dire, qui ont fait et qui doivent être fiers de ce travail. C'est tout le travail des combattants, même si je ne suis pas d'accord sur certaines choses de mes collègues et de mes amis combattants, mais c'est tout le travail qui a été fait par la société civile, par la diaspora, par l'opposition, qui a amené à ce qu'au niveau international, non seulement on nous entende, mais qu'on nous comprenne et qu'on agisse. Mais ces gouvernements existent depuis 13 ans. Et donc ça vous révolte un peu finalement que ce soit ce même gouvernement qui bénéficie dans une certaine mesure des retombées de toute la diplomatie que les autres auront menée. Je pense qu'il enfin, si je vous comprends, bien entendu. C'est révoltant bien évidemment, en partie que ce soit ces gouvernements, mais d'autre part, c'est d'abord notre peuple qui bénéficie de ces retombées-là. C'est la sécurité de notre peuple, des femmes, des hommes et des enfants dans les provinces de notre pays. Et là, nous devons en être fiers, nous devons en être contents. Mais le gouvernement, peut faire beaucoup de bruit là-dessus, mais c'est de manière provisoire. Hein. On sait que c'est quand même un gouvernement irresponsable, incapable, je pèse mes mots là-dessus. Avant-hier, le ministre Mende et le ministre des Affaires étrangères ont fait un point de presse. Le porte-parole du gouvernement. Du gouvernement à Kinshasa pour saluer la décision de l'ONU et pour, en fin de compte, tomber dans une sorte de triomphalisme que le M23 doit se dissoudre, etc. etc. Et s'il ne le fait pas, la force, la brigade de l'ONU va les attaquer là où ils sont. Mais c'est un aveu de chèque. C'est un aveu, c'est une injure à la nation. Parce que nous avons là une brigade de 3060 hommes qui va être déployée au Congo et sur laquelle tous les espoirs du pays reposent sur les épaules de ces 3000 hommes. Des Mozambicains, alors des gens de il y a au moins 100 000 Nous avons 100 000 militaires congolais. Ce sont les 100 000 militaires congolais qui doivent défendre notre patrie. Mais là, il y a un aveu, je ne sais pas, moi j'étais scandalisé. Ces gens devaient démissionner, normalement ils devaient démissionner, dans des situations normales. Et donc, le dialogue national, et surtout pour l'avenir, nous devons travailler pour que nos militaires aient la possibilité de se battre et de préserver l'intégrité de notre pays dans des conditions normales. Nos militaires sont capables, ils l'ont montré dans plusieurs situations. Nos militaires ont été au Tchad, dans l'opération épervier dans les années 80 contre le gouvernement de Muammar Kadhafi, ils ont montré qu'ils étaient capables. À plusieurs reprises, ils se sont battus en Angola ou au Rwanda ou dans d'autres pays, mais ils vivent dans des conditions tellement malheureuses qu'aujourd'hui, ils sont incapables de gagner une seule guerre. Voilà, donc ça, vous expliquez les raisons, vous invoquez les raisons diplomatiques pour expliquer votre silence par rapport au problème du M23. Ce n'était pas un silence, nous nous exprimions d'une autre manière. D'accord. Oui, mais que dire alors de l'affaire qui a aussi quand même beaucoup attristé les Congolais, que celui que l'on appelle du traité de Nice, dans lequel on ne vous a pas entendu non plus. Est-ce qu'il y avait là aussi de la diplomatie qui vous poussait au silence ou... Excusez-moi, pardon William, on va rebondir peut-être sur ça, mais avant, pendant qu'on était un peu dans l'histoire d'IM23, je pense que ça serait empêché de ne pas parler de Bosco Tanganda, qui a été arrêté, mais on a suivi, vous parlez également du ministre Mende, pas plus tard qu'avant-hier, le ministre Mende avait un discours tout à fait, bon, je ne dirais pas incompréhensible, mais en même temps, qui prêtait un peu à une certaine équivoque, parce que il lui dit ce n'est pas le fait d'être né au Rwanda qui fait de lui un Rwandais, parce que lui-même, Bosco Ntaganda, dit qu'il est Congolais. Eh bien, voilà, il y a beaucoup de choses. Et vous êtes du Kivu. Finalement, quelle est la perception que vous avez de la réalité Ntaganda en tant que personne congolaise ou pas congolaise, et en tant que chef rebelle, par rapport à tout ce qu'il a fait dans cette partie du pays? D'abord, je pense qu'il faut se féliciter du fait que Bosco Ntaganda se soit rendu ou qu'il soit arrêté. C'est un vocabulaire. Il faut se féliciter de cela parce que cela traduit une certaine impunité qui ne doit plus exister au niveau international par rapport aux crimes qui ont été commis au Congo. Et nous souhaitons, en tout cas au niveau de notre parti, que Bosco Ntaganda, qui a été un exécutant, en fin de compte, de cette sale besogne,
ne soient pas les seuls à se retrouver là, mais que ces alliances au Congo et dans d'autres pays africains soient aussi demain ou après-demain au niveau de la justice internationale. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, nous regrettons le fait qu'une fois de plus, notre gouvernement s'est montré beaucoup irresponsable à ce niveau-là. Il y a encore 2 ans, en 2011, en 2010, on nous disait que Bosco Ntaganda était la solution à tous les problèmes de guerre au Congo. Et ça, c'est le ministre Lambert Mende qui le proclamait, avec le président de la République. Et quelques jours après, quelques mois après, Bosco Ntaganda devenait l'ennemi numéro 1 du même gouvernement. C'est là où ils doivent expliquer comment tout cela s'est fait. En rien de temps, les alliances sont rompues, sont créées, etc. Il y a un flou absolu qui ne nous permet pas d'évoluer. Alors, pour revenir à votre question concernant la nationalité de Bosco Ntaganda, là, malheureusement ou heureusement, intellectuellement, en tant qu'intellectuel, en tant que citoyen, je dois dire que je vais dans le sens du ministre Lambert Mende. Qu'est-ce que ça signifie? Et là, les Congolais doivent être réalistes, doivent être ouverts, doivent être lucides. On peut être né sur un autre territoire, des parents qui sont Congolais, et être Congolais. Ce qui a choqué les Congolais, un certain nombre de Congolais, c'était que Bosco Ntaganda demandait de plaider en Kinyarwanda. Là, une fois de plus, moi en tant que chercheur en géopolitique, et originaire du Kivu, originaire du Kivu en plus, là, une fois de plus, on ignore l'histoire de notre pays, on ignore la géographie de notre pays. C'est-à-dire que les frontières de notre pays, la création de notre pays n'est pas un fait congolais, c'est un fait de la colonisation belge, c'est un fait du roi Léopold II. Ce pays a été tracé sur des terres qui existaient, qui préexistaient, avec des peuples qui préexistaient. Et dans le cadre du Nord Kivu, pour faire court, des populations rwandophones, Hutus et Tutsis, préexistaient sur le territoire qui est le nôtre aujourd'hui, le territoire du Congo, dans les Massissi, dans les Rutshuru, etc. Donc, en conclusion, nous avons des compatriotes qui sont d'expression Kinyarwanda. Deuxième élément, il y a un certain nombre de journalistes qui se sont sentis offusqués du fait qu'ils demandent de plaider en Kinyarwanda, parce que leur argument c'était de dire mais il n'avait qu'à faire sa plaidoirie en Swahili ou en Lingala ou en Chiluba ou en Kikongo qui sont des langues nationales. Là, une fois de plus, les 4 langues nationales sont une création, une invention positive de la colonisation pour faciliter l'administration. Non, mais je pense que ce qui a choqué plus, ce n'est pas tant le fait qu'il plaide en Kinyarwanda. Oui. Ce qui a choqué, parce que lui-même dit qu'il est né au Rwanda et a grandi au Congo. Oui. Alors, en grandissant au Congo, c'est-à-dire la partie Est, qui est essentiellement swahiliphone. Alors, on ne comprend pas comment quelqu'un qui a grandi en République démocratique du Congo, à l'Est du Congo, où on parle swahili, parce que c'est autrement que en Kinyarwanda. Il parle pas le swahili, mais il peut parler en Kinyarwanda. Deuxième chose, deuxième remarque, ce type-là, ça aurait été je ne dirais pas un minable, mais ça aurait été un simple citoyen à la cité, on comprendrait peut-être à la limite, bon, qui plaide, mais c'est quelqu'un qui avait un rôle de commandement dans l'armée congolaise. C'est quelqu'un qui, à un certain moment, devait faire des rapports à ses autorités hiérarchiques. Alors on se pose la question, mais lui, qui a une préférence en Kinyarwanda, comment il faisait ses rapports? Il parlait aux autres, à ses supérieurs, en quelle langue? Voilà, c'est un peu ce flou-là aussi. Je vais faire l'avocat du diable. Vous me permettrez de faire l'avocat du diable. Comme notre ami Wechi. Je vais essayer de faire l'avocat du diable, c'est-à-dire de défendre même l'indéfendable. Je peux supposer que quand on se retrouve au tribunal, et ça c'est valable ici, dans tous les pays du monde, ce qu'on demande à une personne, c'est de dire dans quelle langue il se trouve, quelle est la langue le mieux. Cela ne veut pas dire que la personne ignore d'autres langues. Par exemple, aujourd'hui, si je me retrouvais au tribunal et qu'on me pose la même question, il est possible que je ne dirais pas que je vais m'exprimer ou en lingala ou en français, mais je dirais que je vais m'exprimer en swahili. Et peut-être un autre compatriote qui est mouchi comme moi, mais qui maîtrise mieux le machi que le swahili, s'exprimera en machi. Donc,
il faut tenir compte de cette dimension tout à fait intellectuelle et ne pas mélanger nos sentiments et nos révoltes dans cette situation. C'est une situation juridique et tous les juristes du monde le savent. Mais alors, ce que cela devait nous poser comme problème, et c'est une fois de plus une honte pour nous, c'est la question de la nationalité de Bosco Ntaganda. Qu'elle soit posée aujourd'hui au niveau du ministre de l'Information et que ce soit une question nationale, c'est un aveu de chèque de notre administration. Dans ce pays où nous sommes en Belgique, vous ne pouvez pas prétendre être belge sans l'être. C'est-à-dire que votre commune doit vous enregistrer, vous devez suivre un certain nombre d'étapes pour devenir belge, etc. Et après, la nationalité est sanctionnée par une carte d'identité, par une reconnaissance officielle, etc. Donc, là, le cas de Bosco Ntaganda montre une fois de plus une incompétence totale de notre pays, de notre gouvernement, de notre administration. Ils sont là depuis 13 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ne fût-ce que pour identifier les citoyens congolais. Et quelqu'un qui était général comme eux, ça ne devait pas être un débat. Ça ne devait pas faire objet de débat. Le fait qu'il ait été versé dans notre armée, cela veut dire que ceux qui étaient au pouvoir ont reconnu qu'il était congolais. Sauf si je me trompe, parce que nous avons une légion étrangère dans l'armée congolaise. Oui, mais la grande question, c'est aussi est-ce qu'il y a eu le mandat d'arrêt contre Bosco Ntaganda a été stipulé clairement que c'était un mandat d'arrêt contre Bosco Ntaganda, sujet rwandais. Voilà, c'était clair, noir et blanc sur... Ça, c'est le mandat international. Oui, c'est le mandat international. Ouais. Voilà. C'est au gouvernement de notre pays de justifier cela, mais cela montre une fois de plus leur incapacité. Cela montre une urgence pour le gouvernement que nous pouvons mettre sur pied aujourd'hui et demain de procéder à l'identification des citoyens congolais. C'est pour ça que nous plaçons le recensement dans les priorités de ce débat national. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir sur le traité de Nice? Je ne sais pas, à moins que Fabien ait quelque chose à rajouter. Et pourquoi je reviens sur le traité de Nice? Parce que finalement, il est possible que nos compatriotes se disent qu'il est facile de rester complètement honnête et intègre dès lors qu'on n'est pas aux affaires. Et qu'il est possible qu'une fois aux affaires, on ne le soit pas. Et d'ailleurs, le traité de Nice dénonce une chose assez fondamentale. C'est que finalement, ce que l'on dénonce ailleurs, ce que l'on accuse du côté de l'exécutif, on le retrouve aussi, hélas, et j'ai envie de dire, dans les partis d'opposition. Et pourquoi n'avez-vous pas réagi à ce moment-là sur ce qui semble être pour les Congolais un vrai scandale? Vous le dites très très bien, très bien, vous avez tout expliqué, je suis tout à fait d'accord avec vous et notre parti est d'accord avec cette analyse-là. C'est-à-dire qu'au niveau du traité de Nice, il y a deux erreurs, deux fautes. Il y a une faute et une erreur. La faute, c'est le fait qu'un certain nombre de compatriotes, impatients de voir la situation de notre peuple continuer à s'aggraver de la manière dont on connaît, ont été signés des accords avec des étrangers, avec une nébuleuse russe, si j'ai bonne mémoire, pour les faciliter l'accès au pouvoir. Et en contrepartie, ils ont, comment on peut dire ça, cédé une part de notre territoire, l'île de Mataba, je pense, quelque chose comme ça, en contrepartie du soutien de leurs partenaires étrangers. Je l'ai dit et je le redis, l'intégrité territoriale du Congo n'est pas négociable. Et on ne peut pas prendre ce genre de mesures et ce genre d'initiatives, peu importe la raison. Même si c'est pour changer le sort de notre population qui est misérable aujourd'hui, nous ne devons pas la changer aujourd'hui dans l'immédiat, dans la précipitation, pour aggraver sa situation et la situation de nos enfants et de nos petits-enfants dans le futur. Donc, pour nous, cela est inacceptable et nous avons eu à l'exprimer d'une manière ou d'une autre à nos collègues. Parce qu'il y a aussi, il faut le dire, dans une opposition ou en politique, il faut savoir se dire les choses dans les quatre yeux directement. Donc, vous dites qu'il y a un dialogue qui n'est peut-être pas formel. Il y a un dialogue entre les partis, c'est ça? Oui, ne pas faire une surenchère là-dessus, hein, parce qu'il y avait déjà
la Pareco qui a dénoncé la situation. Et la Pareco a raison de l'avoir dénoncé. Hein? La Pareco a raison. Il y a d'autres mouvements dans la diaspora, dans l'opposition qui ont dénoncé. Donc, nous dénoncer encore publiquement, etc., il n'y avait pas de grande valeur ajoutée, mais nous avons eu l'occasion de l'exprimer aux concernés et dire nous devons faire attention, nous devons être patriotes jusqu'au bout. Deuxième élément, et je pense que ça, c'était très très grave, c'est l'erreur de communication là-dessus. Je pense que mon compatriote, le docteur Mpouila, que je respecte beaucoup, qui est un grand combattant, qui est quelqu'un qui a... Le docteur Mpouila de l'UDPS. De l'UDPS, qui a consenti beaucoup de sacrifices, tant de sacrifices pour notre pays. Je le soupçonne, je ne peux jamais soupçonner de mauvaise foi, le docteur Mpouila, mais je pense qu'il a été imprudent, à la fois imprudent dans cette négociation et deuxièmement imprudent dans la communication. En quoi il a été imprudent dans la communication? Qu'à un certain moment, les politiques, et nous devons le savoir, nous devons être modestes un tout petit peu là-dessus, nous n'avons pas le monopole de la vérité. Ouais. À un certain moment, si vous faites des erreurs, il faut aller vers le peuple et dire « j'ai fait une erreur, je vous prie de me pardonner ». Il n'a pas fait. Et je pense qu'il n'est pas tard pour le faire. Voilà, merci à M. Vital Baroléré. Je vous rappelle que nous sommes dans le cadre de votre émission Questions-Réponses. Je suis aujourd'hui accompagné de mon confrère William Ikolo. Tout doucement, on tend vers la fin plutôt de cette émission. Mais je voudrais quand même vous poser une question en vous replaçant un peu dans le contexte congolais. De plus en plus, les gens sont en train de décrier le fait que tout vient de Kinshasa. Et cela pose peut-être des problèmes au niveau de la gouvernance. Et là, il se pose le problème de la décentralisation. Dernièrement, on a appris que le gouvernement et les gouverneurs étaient réunis à Kananga pour justement traiter de cette question. Et l'UBC est-elle fédéraliste et unitariste ou unitariste fortement décentralisée? C'est quel genre de forme de l'État que vous prenez? Je pense qu'il faut répondre en deux étapes, hein, de l'UBC, mais aussi de la vie générale ou globale ou majoritaire de notre pays. L'attente de notre population aujourd'hui, c'est la résolution de ces problèmes. Ces problèmes qui sont majeurs, manger, boire, se faire soigner, aller à l'école, sécurité, etc. Que ce soit dans un régime unitariste ou un régime fédéraliste, ça, c'est l'important. C'est pas la forme. Même dans un royaume, alors? Même dans un royaume, ça, c'est le plus important. Hein. C'est le plus important. Et parfois, on exagère la forme par rapport au contenu. Mais, puisqu'il faut répondre à votre question de manière précise, moi, je pense qu'on n'a pas de discussion à faire là-dessus. La constitution de notre pays, elle est fédéraliste. Elle a accepté une évolution progressive vers le fédéralisme dans notre pays, vers une forte décentralisation, si on peut le dire comme ça. Et nous n'allons pas revenir là-dessus, parce que nous sommes IBC. C'est un consensus qui a été dégagé. Et on part des observations concrètes, c'est que nous avons un pays qui est 4 fois la France, qui est 64 fois la Belgique, qui est un des pays les plus vastes de l'Afrique. 80 fois. Oui. Il faut, pour l'administrer, décentraliser le plus possible. Mais la décentralisation, le fédéralisme n'est pas une panacée. Il ne faut pas se tromper de débat. Donc vous n'êtes pas de ceux qui ont peur du fédéralisme? Je n'ai pas peur. Parce que ça peut aboutir peut-être à la balkanisation du pays? Non, je n'ai ni peur du fédéralisme, ni peur de l'unitarisme. J'ai peur des gens qui dirigent mal notre pays. Parce que les risques de la balkanisation de notre pays n'est pas le Rwanda seulement. Je le souligne, le risque est intérieur. C'est la mauvaise gouvernance de notre pays qui amènera d'autres rapaces au niveau de ses frontières à faciliter en tout cas son implosion. Alors, j'ai discuté avec quelqu'un du Kivu qui a suivi l'intervention de Jean-Claude Mvwemba, député national, qui parlait d'un mur au niveau de l'Est. Et qui me disait, il dit, mais tiens, bon, peut-être qu'aussi M. Mvwemba me suit en ce moment ici. Et donc, il me disait, mais il ne comprend pas ce que ça signifie en réalité. Parce qu'en fait, mettre un mur entre le Rwanda, l'Ouganda ou peut-être le Burundi, c'est pratiquement tuer l'Est du pays qui fait le commerce, qui ne produit presque pas, alors que tout vient presque des pays limitrophes. Alors, vous êtes du Kivu, est-ce que vous êtes également de cet avis?
Oui, mais ici je parle d'abord comme président de l'Union des bâtisseurs du Congo. Bien sûr, vous êtes président, mais en même temps vous venez de quelque part. Donc, ici nous sommes à Vilvoorde, nous sommes en Belgique, mais en Flandre. Voilà. Il faut aussi le souligner, ce n'est pas seulement les matières du Kivu que je peux traiter avec expertise, mais aussi du Bas-Congo, de l'Équateur, etc., avec plusieurs de mes collaborateurs qui sont d'ailleurs des différentes régions de notre pays. Donc, par rapport à cette question précise qui est très pertinente, je pense que Jean-Claude Vouemba, par rapport à cette question, a montré ce n'est pas seulement lui, hein. Oui, les gens aussi l'ont toujours souhaité. Il faut mettre un mur de ce côté-là. Oui, c'est ça que j'allais souligner. De toute façon, l'Israël le fait avec la Palestine ou la Jordanie. Voilà, c'est ça que j'allais souligner, qui n'est pas le seul dans ces cas-là à avoir cette idée-là. Mais ça traduit une certaine méconnaissance des réalités économiques, géographiques de notre pays. C'est-à-dire aujourd'hui, une province, une ville comme Bukavu vit essentiellement de l'importation de la nourriture du Rwanda. Si le Rwanda ferme ses frontières, je vous dis, à Bukavu, on mourrait de faim. On y achète des oignons, on y achète des tomates, on y achète... Et ça, c'est scandaleux pour notre pays. Nous sommes un des pays qui aurait été le grenier de l'Afrique. Il a été. Et qui devrait le devenir. C'est étonnant également ce que vous dites, parce que à Kinshasa, les gens pensent que le Kivu, c'est les greniers aussi du Congo. Oui. Les greniers du Congo. C'est ce qui est déplorable. Je pense que c'est le contraire, en fait. C'est ce qui est déplorable. Mais à Kinshasa, moi j'étais à Kinshasa il y a encore une année. Mais la tomate ou les oignons viennent de l'Europe pour Kinshasa. Le lait en poudre qu'on prend là-bas, ça vient de la Norvège. Alors que dans le Kivu, nous avons des vaches qui peuvent permettre à exporter du lait au niveau de notre marché intérieur du pays. Donc, ce que je vais souligner ici est que le manque de politique intérieure, d'agriculture, d'économie, d'élevage, etc., nous met à la merci des marchés extérieurs. Deuxième élément, et là je vais m'arrêter, et je le souligne avec force, nous ne devons pas considérer le Rwanda comme pays, comme notre ennemi. Le Rwanda, c'est un pays voisin avec lequel nous avons une histoire tumultueuse aujourd'hui, mais qu'avec demain, nous pouvons avoir une histoire heureuse. Et nous ne sommes pas les seuls dans ce cas-là. L'Union européenne, ici, s'est forgée à la suite de guerres entre la France et l'Allemagne. Mais aujourd'hui, les deux pays sont les moteurs du développement de l'Europe. Quand on prend l'exemple de Japon... À vous entendre parler, parce que vous aviez des visées présidentielles. Ouais. C'est vrai, si on considère, le Rwanda ne peut pas être considéré comme ennemi en tant que nation, parce qu'une nation n'est pas appelée à disparaître du jour au lendemain. Tout à fait. Mais quelle serait votre politique par rapport aux dirigeants? Parce que ce sont eux le problème. Les dirigeants qui ont commis tant de méfaits en République démocratique du Congo. Je pense que les dirigeants sont en train de revenir petit à petit à la raison. Et les faits sont là, et le prouvent. Ouais. Nous devons continuer ce travail à la fois des diplomaties au niveau extérieur pour montrer que ce qui se fait dans la région, pas seulement au Congo, pas seulement les... Et donc, à votre avis, le fait de revenir à la raison, comment permet d'absoudre tout ce qui a été fait? Non. Permettez-moi de terminer mon idée. Allez-y. C'est-à-dire, il faut d'une part, nous, continuer à prendre l'initiative. Les Congolais doivent prendre l'initiative. C'est quelque chose qui nous manque souvent. C'est-à-dire, nous devons continuer la diplomatie au niveau international pour faire comprendre que cette guerre, elle est atroce pour notre population, c'est un génocide, et pour les populations congolaises qui sont tout à fait innocentes dans le problème du Rwanda, qui ont été très accueillants par rapport au Rwanda et qui subissent le contre-coup de guerre du Rwanda. Deuxièmement, ce que nous devons faire, c'est solidifier notre propre pays. Nous devons être capables de nous défendre nos territoires et nos frontières. Nous devons recréer une armée capable, professionnelle, de défendre le pays. Payer correctement les militaires, que les militaires ne soient plus les voyous et les clochards qu'on jette sur la rue comme ça. Il faut que nos militaires deviennent des hommes et des femmes capables de défendre le pays. Troisième étape, nous devons avoir un projet sur la région de Grand Lac, parce que c'est là où vient le problème. Nous devons prendre l'initiative, proposer quelle est notre vision par rapport à la région de Grand Lac dans les 5, dans les 10 et dans les 20 années à venir. Qu'allons-nous léguer à nos enfants? C'est une démarche que les politiques doivent avoir. Et de ce côté-là, on peut aimer ou ne pas aimer Mobutu. Il avait une vision sur la région de Grand Lac. Sa gestion intérieure n'a pas facilité la concrétisation de l'idée, mais il avait une vision. Nous devons avoir une idée sur la région. Et une autre idée au niveau de l'Union des bâtisseurs du Congo, c'est
d'une part, nous repositionner comme un État solide, comme un État respectable sur l'échiquier international et sur l'échiquier africain. De l'autre côté, aller vers nos frères rwandais, nos frères burundais, nos frères ougandais, etc. et dire, il est intelligent de faire autre chose que la guerre. Nous pouvons gagner ensemble en faisant du développement, en faisant du commerce ensemble, etc. Monsieur Baroléry, je pense que... Une dernière question alors, parce que... Oui, c'est ça, parce que de toute façon, pour la région des Grands Lacs, il serait peut-être utile et même assez urgent de revenir sur une émission complète consacrée à l'est du pays. Mais je n'aimerais pas finir cette émission sans invoquer un tant soit peu le problème du Mali. Oui. Vous vous souvenez tous, le président français, M. François Hollande, a déclaré que la France y allait au Mali en dépit du fait qu'il n'avait en fait aucun intérêt au Mali. Ce qui a pu faire sursauter quand même les Congolais en se disant mais s'il est capable d'aller au Mali alors qu'il n'y a pas d'intérêt, pourquoi ne vient-il pas au Congo? Oui, ils ont beaucoup d'intérêt, notamment avec Areva. Notamment avec Areva. Et qu'en pensez-vous, en tant que président d'un parti, à visée présidentielle? Oui, à visée nationale et internationale. Hein? Oui. D'abord, je dois souligner pour nos frères maliens et d'autres Africains que l'intervention de la France est une intervention positive, vue du point de vue de la population malienne, qui a été prise en étau là-bas par des mouvements salafistes avec une dose importante de terrorisme et de violence inacceptable. Donc, une aide comme celle-là, c'est une aide importante. Deuxièmement, le point de vue de la France, qui était celui que vous avez évoqué tout de suite, relève de la communication vis-à-vis de la population française. Moi, je n'ai pas, en tant que président d'un parti congolais, je n'ai pas entré dans les affaires intérieures de la France. Non, c'est leur communication interne. Mais on ne fait pas la guerre pour les beaux yeux des gens. On le fait pour les intérêts. Une guerre, ça coûte très très cher. Ça se chiffre en milliards de dollars. Et donc, si la France a été là-bas, elle a été défendre aussi ses intérêts. Elle a été défendre ses intérêts. Il faut en prendre acte, tout simplement. Mais qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon de la guerre du Mali? Deux leçons. Première leçon est que cette guerre a été possible. Les mouvements salafistes, djihadistes, ont conquis les pays parce que les pays étaient en démembrement, à l'instar du Congo. À partir du moment où un pays ne s'organise pas de l'intérieur, il est à la merci de tous les microbes à l'extérieur. C'est une leçon qui replonge un peu... Au Congo, on compte à l'Est 38 groupes armés. Voilà. C'est lié à la mauvaise gestion de notre pays. L'absence de l'État. L'absence de l'État. Deuxième leçon qu'on peut tirer, c'est le fait que les États n'ont pas d'amis. C'est De Gaulle qui l'avait dit, n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et ici, un pays comme la France s'est mobilisé, majorité et opposition, toutes tendances confondues, pour la guerre au Mali, pour défendre leurs intérêts. Les intérêts français. Et donc, chez nous aussi, il faut avoir cette culture moderne de la politique. À un certain moment, il y a des enjeux qui sont des enjeux nationaux qui doivent nous mobiliser tous, quelles que soient nos sensibilités. Par exemple, l'intégrité du territoire doit mobiliser tout le monde. Le développement du pays doit mobiliser tout le monde, etc. etc. Donc moi, ce sont deux leçons que j'ai tirées de la guerre du Mali. Il y a d'autres leçons, mais on n'a pas le temps pour les parcourir tout ici. Mais la dernière leçon, parce que vous parliez de la politique internationale, c'est aussi le Vatican. Nous avons reçu une leçon magistrale de sens de responsabilité de la part du pape Benoît XVI, qui, sentant ses forces diminuer, a dit « Moi, je n'en peux plus. Il nous faut une relève. » Je pense que c'est une leçon vers le Congolais, à la fois au sommet de l'État. Je pense qu'aujourd'hui, Joseph Kabila, s'il est lucide, intelligent, politiquement, je vais dire, hein, il doit prendre cette démarche-là. Mais il n'y a pas que Joseph Kabila. Il y a au sein de nos partis politiques qui fonctionnent aussi comme des dictatures. Les uns et les autres doivent aussi apprendre à passer le témoin.
Voilà, merci. C'est donc par ces mots que nous allons mettre un terme à notre émission. Merci, M. Vital Baroléré. Merci, M. Je rappelle que vous êtes donc le président de l'Union des bâtisseurs du Congo, parti politique congolais. Oui. Merci à mon confrère William Ikolo. Merci. Et voilà, nous vous retrouvons peut-être lors d'une prochaine rencontre avec un nouvel invité certainement. Et je rappelle que tout ce qui a été dit ici n'engage que les auteurs et ce qui a été dit est dit. Merci, au revoir. Merci.